Voilà, il était une fois Agricarrière. Agricarrière, c'est votre comité sectoriel de main-d'œuvre. Notre objectif, c'est de répondre à vos besoins face à l'emploi. Donc, nous nous donnons un point d'honneur de réduire l'écart entre l'offre et la demande de main-d'œuvre afin de mieux combler, afin de répondre aux besoins des producteurs, productrices du Québec. C'est-à-dire réduire cet écart entre offre et demande de main-d'œuvre. C'est clair qu'il y a une rareté. Et à ce sujet, nous priorisons surtout l'usage de la main-d'œuvre locale. En complément, nous utilisons aussi la main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire la main-d'œuvre en provenance surtout de l'Amérique latine, etc. Nous avons aussi une offre de formation de base en milieu scolaire et nous offrons aussi une offre de formation continue et nous essayons de l'adapter de façon continue afin qu'elle réponde, afin qu'elle suive, afin que cette offre suive les nouveaux besoins des producteurs et travailleurs agricoles. En matière de gestion RH, de gestion des ressources humaines, nous jouons un rôle très important, c'est dans l'amélioration de la compétitivité, de la productivité et de la rentabilité des exploitations agricoles du Québec. Comme vous voyez en dessous, là, nous sommes le fabricant de produits, de programmes et nos partenaires, ce sont les centres d'emploi agricoles de l'UPA et nous les déployons sur le terrain directement pour et chez vous. Parlant de main-d'œuvre locale, je vais vous parler un peu de notre service AgriJob. AgriJob, c'est un service de recrutement et de placement de la main-d'œuvre locale occasionnelle. Mais là, on dit occasionnelle, mais c'est que ça a tendance à devenir aussi une main-d'œuvre locale saisonnière. C'est ce vers quoi on tend, c'est-à-dire offrir aux producteurs, productrices du Québec une offre de main-d'œuvre locale, saisonnière, qui est assidue, compétente, etc. Nous desservons plus de 150 entreprises dans les régions de Montérégie, OL et Lanaudière. Nous avons une banque de candidats qui s'élève à plus de 900. À date, je peux dire que nous avons une banque de candidats qui s'élève à plus de 900. Et c'est des travailleurs qui sont réguliers, c'est-à-dire au fil des années, ils acquièrent de l'expérience, ils deviennent de plus en plus compétents. Et nous travaillons aussi sur des projets. Par exemple, le projet AgriJob Plus, c'est un projet qu'on déploie avec le financement du gouvernement, en particulier Service Québec, c'est-à-dire nous offrons une subvention salariale aux producteurs moyennant qu'ils puissent garantir un parcours d'emploi, qu'ils puissent sécuriser un parcours d'emploi d'au moins 17 semaines aux travailleurs. C'est-à-dire, nous espérons qu'au terme de ce parcours, de ce cycle d'emploi, les travailleurs pourront cumuler suffisamment d'heures, c'est-à-dire pour qu'à la fin de la saison, quand il n'y a pas de travail, qu'ils puissent au moins aller vers l'assurance, comment on appelle ça, vers le chômage, je crois, l'assurance emploi. Donc, AgriJob, c'est ça. C'est des projets pour accroître la polyvalence et l'efficacité des travailleurs. Une équipe à l'écoute de vos besoins, c'est ça. Nous sommes le partenaire exclusif des Midi-Flash FRAC pour 2022, ce qui veut dire que nous offrons une courte présentation des ressources disponibles pour vous en matière de main-d'œuvre au début de Midi-Flash qui s'en vient. Et un Midi-Flash FRAC consacré uniquement à la main-d'œuvre le 12 octobre prochain. Si vous avez des idées de sujets à partager, il ne faut surtout pas hésiter. Et là, aujourd'hui, nous allons vous parler surtout d'un outil, d'un nouvel outil et d'un nouveau service qui s'appelle AgriConnexion. AgriConnexion, c'est quoi? C'est une application mobile pour les travailleurs étrangers temporaires, mais les contenus que vous allez trouver sur cette application sont aussi pertinents pour les employeurs.
Quand vous allez télécharger cette application, vous allez vous rendre compte que ça s'ajuste à la langue de votre cellulaire et que c'est disponible en français, en anglais ou espagnol. Les infos qu'on y trouve, voilà, on a mentionné les mesures sanitaires concernant le COVID, les normes du travail, la formation, les infos pratiques pour vivre au Québec, un lexique des mots agricoles, c'est-à-dire des mots, des concepts qu'on utilise en agriculture, mais nous laissons la possibilité aussi d'inclure d'autres sujets. Donc, s'il y a des sujets à y inclure, si vous voyez des pistes d'amélioration, des sujets à inclure, il ne faut surtout pas hésiter. Donc, voilà, vous pouvez télécharger cette application dans App Store et c'est aussi disponible sur Google Play. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, AgriConnexion, cette nouvelle application qui est mise à votre disposition. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean, pour cette petite présentation-là. Je vais juste inviter à arrêter le partage de l'écran. On va par la suite donner la parole aux intervenants d'aujourd'hui pour le Midi Flash. Donc, voilà, je vous cède le plancher virtuel. À vous. Bienvenue à ce Midi Flash. Est-ce que tout est beau, Audrey? Peux-tu me faire un petit pouce sur la présentation? Tout est beau? Super! Donc, bienvenue à ce Midi Flash. Donc, aujourd'hui, on a reçu le mandat par David, donc de vous parler de la hausse globale des coûts de production dans un contexte d'incertitude économique. Ce qu'on voulait... il y avait deux défis, en fait, là, que je voyais dans ça. Le premier défi, d'abord, c'était vrai que ce soit intéressant, d'abord, et que ça vous fasse réfléchir. Puis le deuxième défi, donc, c'était que parmi ceux qui nous écoutent, il y a une variété quand même importante d'entreprises, c'est-à-dire que vous évoluez dans des environnements d'affaires très différents, puis que vos productions sont très différentes l'une de l'autre. Alors, on a essayé de regrouper des éléments là, qui s'adressent à tout le monde. Après ça, d'abord, en fait, pour commencer, se présenter là, rapidement. Donc, Antoine et moi, on est conseillers en gestion ou agroéconomistes, peu importe le terme. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? En gros, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, on va accompagner les entreprises là, dans le cycle de vie de l'entreprise, que ce soit en démarrage, quand on a des projets d'investissement, des plans de transfert, peut-être même que là, je n'ai pas trop regardé la liste des gens qui étaient ici. Il y en a peut-être aussi qui ont déjà fait affaire avec nous pour différentes étapes de la vie de leur entreprise, mais que ce soit pour des calculs de rentabilité, des coûts de production, plan de transfert, projet d'investissement, demande de financement, c'est un petit peu tout ça qu'on fait. Donc, on est beaucoup dans les chiffres. Moi, personnellement, j'ai environ 70% de ma clientèle qui est des producteurs laitiers, puis un 30% qui est extrêmement varié. Puis, je vais passer la parole à Antoine juste pour qu'il se présente rapidement puis qu'il commence notre présentation. Ah oui, bonjour. Donc, moi, c'est Antoine. Contrairement à Marie-André, je n'ai pas une grande stabilité là, au niveau de, comme Marie-André, 70% de clients en production laitière. Moi, je fais beaucoup de producteurs en démarrage, donc beaucoup de plans de démarrage, de plein de productions variées. Là, on a des insectes, des bisons et autres. On y est passé, donc ça ressemble à ça. J'ai une formation qui est plutôt, c'est ça, en agriculture, puis de l'expérience dans le commerce au détail. Donc, je m'intéresse aussi à la mise en marché des produits agricoles, quoique c'est pas moi qui va donner les conseils principaux en marketing. Donc, si on passe à la prochaine diapo, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un petit rappel sur l'environnement de l'entreprise agricole. Au niveau macro, il y a de nombreux éléments qui varient. Inflation, salaire, météo, marché, taux directeur. Puis au centre de tous ces éléments-là, il y a votre entreprise qui se fait brasser pas mal ces temps-ci. Fait que tout ça, on appelle ça l'environnement externe. Ils ont tous un point en commun, c'est qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut garder ça en tête. C'est ça qui est difficile dernièrement.
Heureusement, il y a aussi l'environnement interne de votre entreprise, donc les ressources possédées, qu'elles soient humaines, animales, foncières, etc. Puis ça, on a du contrôle là-dessus. Fait que c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui devra tenir le volant puis prendre les décisions. Donc, aujourd'hui, on ne va pas pleurer sur le prix de l'azote, mais on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Donc, prochaine diapo. Pardon, ça fonctionne pas. Ah, OK, c'est bon. J'ai l'air de donner les ordres. Mais donc, on a cerné, vu qu'on avait une diversité d'entreprises, on a cerné 3 sujets sur lesquels on pouvait discuter ensemble, là, puis que ça touche tout le monde. Le premier, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc, Marie-André va nous parler de quelques pistes de réflexion derrière le choix des taux. Ensuite, je vais vous parler de l'augmentation des coûts d'assurance générale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis le troisième point, bien, sur l'efficacité de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour s'améliorer? Donc, je te laisse, Marie-André, avec le premier sujet. Super. Puis après ça, bien, si vous avez d'autres sujets qui vous viennent en tête, l'objectif, c'était de se garder un petit peu de temps à la fin pour discuter d'autres sujets peut-être un petit peu plus précis là, dans des productions. Puis n'hésitez pas donc à nous interrompre tout au long si vous avez des questions, que ce soit verbalement ou dans le chat. Là, Audrey va nous les transmettre. Donc, les taux d'intérêt, là, vous allez me dire, ben là, Marie-André, les taux d'intérêt, on n'a pas vraiment d'impact là-dessus, on n'a pas de contrôle. Oui, quand même, c'est vrai, qu'est-ce que vous dites, mais en même temps, on peut avoir une stratégie en ce qui concerne nos taux d'intérêt. Donc, je reviens rapidement sur le taux directeur. Qu'est-ce que c'est le taux directeur? En gros, rapidement, les institutions financières vont acheter leur argent à un certain taux, ils vont vous les revendre à un autre. Donc, si le taux directeur de la Banque du Canada augmente, donc, réflexion rapide, les taux qui vous sont offerts par votre créancier, ils sont plus élevés. Alors, dernièrement, dans notre environnement d'affaires, donc depuis 2008, les taux avaient quand même augmenté progressivement parce que l'économie allait bien et tout ça, puis ils sont montés donc jusqu'à 1,75% en 2018, puis jusqu'au moment là, du début de la pandémie, où est-ce qu'après ça, on a eu une chute vraiment intense et jamais vu là, des taux d'intérêt jusqu'à 0,25% du taux directeur. Puis là, ben, le mois dernier, donc on a eu la plus grande hausse. Donc, depuis mars, plusieurs hausses. On est rendu à un taux de 2,5, donc 75 points plus élevé que ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, c'est sûr que les taux qui vous sont offerts, si vous avez signé de 1,5-2 durant la pandémie, c'est sûr que les taux qui vont vous être offerts dernièrement sont beaucoup plus élevés. Alors, donc, normalement, peu importe, à moins vraiment d'exception, c'est sûr que votre entreprise, en tout cas, moi, j'ai rarement rencontré des entreprises qui n'avaient pas de dette, donc que vous ayez une dette de 200 000 ou de 6 millions sur votre entreprise, donc on va quand même avoir des taux à renouveler probablement prochainement. Donc, à quoi ça ressemble quand on reçoit une offre de taux de notre créancier? Bien, il va nous arriver probablement, pour la plupart d'entre vous, avec des taux fixes, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je sais qu'il y a toutes sortes d'autres, il y a peut-être des créanciers qui m'écoutent, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres taux d'intérêt, type de taux d'intérêt, donc des taux variables, des taux 3, dépendamment de la grosseur de votre portefeuille, vous pouvez signer du 3 mois, 6 mois des fois. Mais là, dans ce cas-ci, donc, moi, je suis partie, disons que votre créancier, là, il arrive avec une offre. Donc, je vous fais un exemple. On a un prêt de 500 000 qui est amortissable sur 15 ans. Puis, on a, donc, en ce moment, probablement que la différence entre le taux 5 ans puis le taux 1 an va être environ 0,75 il y a un mois, c'était peut-être un petit peu plus, c'était quand même passablement plus élevé que ça, mais quand même, il y a encore une bonne différence entre les deux taux. Donc, si j'ai ça devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour réfléchir à mon taux? J'ai fait un petit exemple en chiffres pour vous donner une idée. J'ai fait 3 scénarios économiques qui pourraient arriver dans les prochaines années. C'est sûr que là, vous me dites, le premier, c'est ça, en fait,
je recommence ma phrase. Le scénario numéro 1, en fait, c'est un maintien des taux. Disons qu'aujourd'hui, le taux directeur est à 2,5. Pour les 5 prochaines années, il reste le même taux d'intérêt. Qu'est-ce que, si je choisis chacun des taux qui me sont proposés, à quoi ça va ressembler, donc, pour moi, dans mes paiements de taux d'intérêt pour les prochaines années? Là, il y a plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire, bon, je signe 1 an, après ça, je signe 3 ans, après ça, je signe 2 ans, etc. Mais là, pour les biens de l'exemple, une fois qu'on a terminé le terme choisi, donc le scénario considère qu'après ça, on aurait signé 1 an tout le temps. Donc, si je signe 2 ans une fois, au bout de 2 ans, je vais re-signer ensuite 1 an, 1 an, 1 an, juste pour les biens de l'exemple. Mais donc, entre mon scénario où est-ce que je signe 4,75 %, les taux, je re-signe un 4,75 % l'année prochaine, etc., on a jusqu'à 16 000 $ de différence pour 0,75 % de taux de différence entre le 1 an et le 5 ans, ce qui est quand même une bonne différence. Mais là, c'est sûr que vous allez me dire, bien là, Marie-André, c'est très peu probable que les taux ne rechangent pas d'ici 5 ans. Mais là, j'ai fait 2 autres scénarios pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ici, évidemment, dans ce contexte-là, le taux 1 an, il est plus avantageux. Si on a un deuxième scénario où est-ce que dans les 12 prochains mois, le taux directeur augmente de 1 %, je me fais offrir dans 1 an, donc le taux fixe 1 an à 5,75. Là, c'est un petit peu plus flou entre nos choix, donc on a quand même une différence moins importante entre nos taux parce que, actuellement, en fait, c'est plus proche de qu'est-ce que l'économie, en fait, anticipe. Là. Les taux qui vous sont offerts du court terme, long terme, ça va se ressembler un petit peu plus les impacts sur votre entreprise, sur les paiements. Par contre, là, si on a un scénario où est-ce que les taux, par exemple, dans la prochaine année, augmentent de 1 %, puis dans l'année suivante, augmentent d'un 2e %, c'est-à-dire, je me fais offrir 4,75 1 an cette année, 5,75 1 an l'année prochaine, 6,75 1 an l'année suivante. Là, on commence à avoir, c'est vraiment le long terme qui commence à être plus payant avec une différence environ, là, justement, un 15 000 $ où est-ce qu'on a la situation s'inverse. Donc, c'est sûr que, par exemple, si vous avez peur à la hausse vraiment importante de vos paiements sur votre dette, par exemple, dans ce scénario-là, une hausse de 2 %, bien, on va avoir 500 $ par mois de différence entre notre paiement initial et notre paiement final si on prend toujours un taux fixe 1 an. Donc, quand même, on va avoir une bonne hausse. C'est sûr que si, personnellement, vous avez une personnalité où est-ce que vous avez quand même plus peur du risque, vous aimez ça stable, autant que ce soit personnellement en signant une hypothèque ou que ce soit pour votre entreprise, c'est sûr que signer du plus long terme, si vous avez peur à une grosse hausse des taux d'intérêt, bien, ça peut être intéressant, surtout que là, on n'a quand même pas, un mois, c'est sûr que s'il y avait 1,5 % de différence entre le taux 1 an et le taux 5 ans, c'est une bonne bouchée entre les deux, mais si on dit, bon, bien, je vais signer 5 ans, 5,5 parce que moi, ça me convient personnellement, bien, c'est une chose. Puis il y a aussi, donc, 2 facteurs, votre personnalité à vous, puis aussi, donc, la personnalité de votre entreprise, c'est-à-dire, est-ce que mon entreprise, je suis capable de prendre des risques beaucoup au niveau des taux d'intérêt? Est-ce que je suis capable d'absorber des hausses de taux importantes? Bien là, ça va être quand même un élément à considérer. Puis là, ben, moi, mon objectif ici, là, je le dis, c'est pas du tout de vous faire un conseil sur je signe long terme, je signe court terme. Le but, c'est que vous réfléchissiez à la stratégie à avoir pour votre entreprise sur vos taux. Vous pouvez, par exemple, dire, ben moi, sur mes gros prêts, ben, je ne veux pas avoir des grosses hausses de taux d'intérêt qui s'en viennent parce que je ne serais pas capable de les absorber. Ben, on peut signer du plus long terme sur nos gros prêts, du plus court terme sur les autres petits prêts parce que des fois, vous avez probablement plusieurs tranches de prêts. Mais par contre, là, j'ai parlé de ma présentation à un autre producteur, puis il m'a dit, ouais, mais Marie, là, on peut-tu quand même avoir une petite
petite idée, là, c'est quoi qui s'en vient? Je sais que tu n'es pas économiste de la Banque du Canada, mais quand même, est-ce que tu es capable de nous donner une petite idée qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Puis peut-être que aussi, justement, je disais tantôt, peut-être qu'il y a des créanciers qui nous écoutent ou d'autres mondes qui sont même plus au fait là, au niveau économique que moi, qui pourront rajouter s'ils veulent là-dessus. Mais c'est sûr que prochainement, ce qui est dans l'actualité, puis ce qui est dans la politique monétaire au niveau canadien, c'est que probablement que d'ici la fin de l'année, on monterait jusqu'à 3 le taux directeur, qui est actuellement à 2,5. Donc, on pourrait s'attendre à une hausse encore de 0,5 d'ici la fin de l'année. La prochaine réunion, c'est au début septembre. Là, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir une annonce d'un taux. Mais par contre, là, on nous dit que le pire de la hausse de l'inflation est derrière nous. Donc, le ministre des Finances a annoncé ça là, la semaine dernière. Donc, quand même, là, il y a ça là, qui est sur la table pour le moment, mais quand même, à plus long terme, on ne sait pas trop qui a pu voir venir la guerre en Ukraine. Personne. Il y a quand même des risques. Puis aussi, l'autre élément, c'est que éventuellement, on peut s'attendre peut-être ou même probablement à une récession, donc à plus long terme, peut-être à une baisse des taux, évidemment quand même plus loin dans l'avenir économique. Mais, comme on dit, quand on regarde à plus long terme, c'est plus difficile, mais à court terme, quand même, d'ici décembre, qu'est-ce qui est dans l'air? C'est une hausse supplémentaire de 0,5, mais je dis ça sous toute réserve, c'est les actualités pour le moment. Donc, résumé au niveau des taux d'intérêt, donc, si je signe du court terme ou du variable, est-ce que mon entreprise et moi, personnellement, on est capable de prendre une hausse de taux importante? Ensuite, pour les petits prêts qui sont de faible grosseur, on peut quand même considérer aussi les frais de renouvellement. Donc, si je renouvelle 1 an 5 fois, je vais payer des frais de renouvellement de 150 300 $ pour chacun des prêts. Après ça, on se tient informé des perspectives économiques. C'est sûr que si le mois passé, quelqu'un arrive, j'ai un client qui me parlait, qui lui, il s'attendait à une baisse des taux d'intérêt dans le prochain mois, il a laissé son prêt variable, s'il avait discuté avec les intervenants autour, qui s'était tenu au courant, il aurait su que c'était écrit dans le ciel que la hausse de au moins 0,75 qui s'en venait dans le mois suivant. Là. Fait que ça, c'est quand même assez important de se tenir informé. Puis, l'autre chose que je trouve bien importante, c'est que si on se trompe, on ne s'auto-flagelle pas parce que, puis qu'on ne soit pas trop dur envers soi-même parce que, comme je vous dis, on n'est pas des économistes de la Banque du Canada. C'est pas notre travail. Je vais passer la parole à Antoine pour la suite. OK. Donc, maintenant, on va parler d'assurance agricole. Ce n'est pas un sujet passionnant pour plusieurs, mais on a quand même des décisions à prendre sur ce côté-là de notre entreprise. Donc, j'ai préparé seulement 2 diapositives. Une première qui explique le contexte autour de la hausse des prix, dans le fond, ce qu'on ne peut pas contrôler, l'environnement externe. Puis une deuxième sur quelques pistes pour réduire le prix de nos primes d'assurance, ce que l'on peut contrôler. Donc, je ne suis pas un spécialiste des assurances agricoles, mais j'ai amassé des informations de d'autres conférences sur le sujet données par des collègues conseillers en gestion. Donc, on part. Une hausse des primes. Pourquoi? Dans le fond, il y a une multiplication des effondrements de bâtiments dû à la quantité de neige plus importante reçue dans les dernières années, puis une hausse des incendies au Québec. Donc, on peut compter environ 200 incendies dans le domaine agricole au Québec par année, puis c'est souvent d'origine électrique. Ce qui explique en partie
L'embauche obligatoire d'entrepreneurs généraux, de maîtres électriciens pour une construction ou une rénovation. Donc, on essaie de dissuader, là, ou même, je ne sais pas, interdire l'autoconstruction là, pour diminuer le risque d'incendie pour les bâtiments agricoles. Deuxième point, l'augmentation rapide de la valeur des entreprises agricoles. Donc, si on se replace là, dans les années 2000 à 2018, au niveau des prix des primes d'assurance, on était plutôt dans un marché de prix compétitif, si on peut dire. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance sont plus dans un mode redressement de leur portefeuille, puis en plus de ça, il y a une rareté de la compétition. Donc, il reste à peu près au Québec 3 ou 4 assureurs dans le domaine agricole. Il ne faut surtout pas oublier que les compagnies d'assurance sont aussi des entreprises, donc des entreprises à la recherche de profit comme la vôtre. Donc, il ne faut surtout pas oublier ça. Dans le fond, ce qu'elles font, elles prélèvent, grossièrement, elles prélèvent vos primes d'assurance à chaque année, se retournent de bord, puis les placent. Dans le fond, les placent dans les obligations d'épargne, souvent comme à faible rendement, parce qu'on est dans un environnement de placement peu rentable ces années-ci. Si on compare le taux de rendement de leur portefeuille, exemple des obligations d'épargne à 1 ou 2 vis-à-vis l'augmentation des coûts de construction ou la valeur des immobilisations qu'elles doivent assurer, qui augmente par exemple de 30 sur 2 ans, bien, on peut concevoir que leur discours sur leur faible rentabilité, bien, ça se tient. Puis dernier point, bien, il y a une perte en 2019 de l'exemption fiscale dont les assureurs des domaines de l'agriculture et des pêcheries bénéficiaient depuis 1954. C'est que le modèle d'affaires des assureurs tenait en compte cette exemption fiscale dans leur modèle d'affaires. Donc, par exemple, le groupe Estrie-Richelieu, bien, lui, il a dû augmenter de 15 ses tarifs entre 2019 et 2021 pour pallier à ça. Fait que leçon à tirer, les prix des primes d'assurance augmentent, puis ils vont continuer à augmenter. Qu'est-ce que moi, je peux faire au sein de mon entreprise pour atténuer la hausse? Ça nous amène à notre deuxième diapositive. C'est les pistes de réflexion pour prendre le contrôle de son contrat d'assurance. Donc, le premier point, on va répondre à la grande question, pourquoi on s'assure? Grande question, grande remise en question dans certains cas. Donc, on doit faire ça avant un sinistre. Donc, souvent, on se pose la question après, alors qu'on est dans les grandes émotions par-dessus la tête. Donc, si je passe au feu, est-ce que je reconstruis? Là, je suis devant majoritairement un auditoire en relève agricole, donc j'imagine que la réponse est oui. Mais si je prends un exemple d'un producteur laitier dans la soixantaine, n'ayant pas de relève, on regarde son contrat d'assurance, assuré valeur à neuf sur son bâtiment laitier pour une valeur d'1,5 million. On pose la question, est-ce que vous désirez reconstruire par la suite si vous passez au feu là, un grand sinistre? La réponse est non. Sa réponse est non. Mais donc là, dans un premier temps, l'assureur ne va pas faire un chèque de 1,5 million s'il passe au feu, s'il désire ne pas reconstruire. On va sûrement lui donner la valeur dépréciée de son bien, c'est-à-dire de 300 000 à 400 000 peut-être. Et pendant tout ce temps-là, il a payé des primes en conséquence d'une valeur à neuf de 1,5 million de dollars. Donc, je ne dis pas là, d'y aller drastiquement là, dans son contrat d'assurance, mais posez-vous la question, pourquoi on s'assure et qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie? Surtout dans ce cas-ci, en production laitière, par exemple, c'est difficile de se trouver une relève à l'intérieur de 5 ans, par exemple. Donc, deuxième point, augmenter les franchises puis assumer les petites pertes. Qu'est-ce que c'est une franchise? Donc, c'est le montant que l'entreprise agricole devra remettre à l'assureur à la suite d'un sinistre avant de recevoir son indemnisation. Donc, je ne vous dis pas allez regarder votre contrat d'assurance puis augmenter toutes vos franchises. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut analyser le discours des gens. Si les gens me disent, et je leur demande, est-ce que vous allez réclamer, par exemple, pour la perte d'un animal? Puis ils me disent, oh non, je ne réclamerai jamais pour ça, là, ça va faire augmenter mes primes. Puis là, on regarde le contrat d'assurance, puis il y a des franchises à 500 ou à 1000 $. Si on passe, en passant de franchise, par exemple, de 500 à 5000 $, l'entreprise agricole assure plus de risques, donc ça risque de faire diminuer le prix de ses primes d'assurance.
Donc, attention, il faut que ça soit cohérent avec le risque que peut supporter votre entreprise, le risque financier. Puis de notre côté, il faut que ça soit cohérent avec votre tolérance par rapport au risque. Puis aussi le fait que les petites franchises, ça peut encourager les petites réclamations. Puis on vient dans ce cas-là un mauvais assuré, si on peut dire. Donc, on a comme un mauvais dossier, les primes augmentent rapidement, puis essayer de trouver un autre assureur par la suite, c'est très difficile. Troisième point, assurer global, puis faire des exclusions. Dans les catégories où c'est possible d'assurer global, c'est pas dans les bâtiments principaux ou la grosse machinerie là, de moins de 5 ans, là, par exemple pour les stocks ou pour le parc de la machinerie. La chose à faire, c'est de dresser la liste de tous les items, y apposer un prix, valeur marchande en date d'aujourd'hui. Donc, on a le montant global de la catégorie, mais on peut lui faire des exclusions, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne voudrais pas remplacer ou assurer. Donc, on peut les retirer, donc ça va faire diminuer notre montant de la catégorie, donc ça peut faire diminuer le prix de nos primes. Qu'est-ce que je voudrais exclure? Par exemple, pour les stocks, si j'ai des balles rondes enrobées qui sont entreposées loin du bâtiment principal, donc elles ont très peu de chances de passer au feu en cas d'un sinistre majeur, je pourrais décider de les exclure de mes stocks, décider de ne pas les assurer, donc d'assumer le risque. Ça pourrait faire diminuer ma prime d'assurance si elles ne sont pas incluses. Il faut se poser la question. Ensuite, la même chose pour la fosse ou d'autres structures de béton qui se trouvent sur la propriété. Si on demande au producteur qu'est-ce que vous allez faire si elle est endommagée, je vais la réparer moi-même avec du ciment. OK, dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on exclut ces items-là pour être assuré à la hauteur du risque qu'on peut prendre? Le dernier point, assurer à sa juste valeur. C'est un point qui requiert une vigilance en tout temps. Donc, on s'assure pour qu'est-ce qu'on a et non pour qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Donc, la devise de l'assureur, c'est remettre l'entreprise dans une situation ni pire ni mieux qu'avant le sinistre. Donc, on peut mettre des valeurs à neuf sur ce qu'on veut faire reconstruire, ce qui est utile pour la production, en fait. Puis, on peut mettre la valeur dépréciée pour les stocks ou les approvisionnements. Donc, ce qui est utilisé et consommé une seule fois. Ou bien pour le reste du parc de machinerie, là, qui n'est pas les gros items. Donc, important, s'assurer que nos valeurs à neuf indiquées dans le contrat sont actuelles. Donc, en forte période de hausse des coûts des matériaux, par exemple, on doit réviser à la hausse nos valeurs à neuf, c'est très important, ou en période de forte baisse qui arrive pas souvent, mais on pourrait le faire comme par exemple le bois d'œuvre, il y a une forte variation vers la hausse, maintenant vers la baisse, on ajuste nos valeurs à neuf. Donc, j'hésitais à parler de la règle du 80 là, dans le domaine des assurances agricoles, mais je dirais que je ne peux pas en parler. Donc, je vais juste faire un mini-exemple de pourquoi c'est important. À chaque année, on est responsable des valeurs à neuf indiquées dans notre contrat. Donc, je vais faire un petit exemple. Si on avait un bâtiment et dans notre contrat, on a une valeur à neuf de 250 000 $. Puis, on ne s'en occupe pas trop. Là. Il y a une hausse des coûts des matériaux, mais on a laissé 250 000 là, depuis un petit bout. On l'a assuré, valeur à neuf, mais à 80 de sa valeur. Donc, on pourrait l'assurer à 100. Donc, si à 80 je vais prendre un peu de risque. Je mets 200 000 $. J'ai un sinistre partiel sur le bâtiment. Donc, il y a un incendie, mais partiel. La compagnie d'assurance estime que c'est une perte de 100 000 $. Là, on se dit, je suis assuré pour 200 000, perte 100 000. Je devrais être couvert à 100 %. Là, ensuite, vient aussi l'évaluation au moment du sinistre de la compagnie d'assurance. Elle vous dit votre valeur à neuf, c'est 300 000 et pas 250 000 en fonction du coût des matériaux en date d'aujourd'hui. Donc, vous êtes assuré pour 200 000. Vous tombez en bas du 80 %, le fameux 80 %, règle proportionnelle du 80 %. Vous tombez à 67 % assuré. 67 % de la valeur à neuf, si on peut dire. Donc, vous allez recevoir environ 83 000 $ au lieu de 100 000 $ parce que vous tombez co-assureur pour ce sinistre-là.
Donc, c'est très important là, d'avoir c'est d'ailleurs la responsabilité du producteur agricole et non du courtier. On peut être conseiller, on peut s'informer à notre conseiller en gestion, les courtiers aussi ont d'excellentes références, mais les valeurs à neuf dans notre contrat d'assurance, c'est la responsabilité du producteur et de se tenir à jour. Dernier point, je ne l'ai pas écrit, mais je me dis, est-ce qu'on magasine pour changer d'assureur si nos primes sont tellement élevées? On a certains cas qu'on dit oui, ça a eu un bon impact, j'ai constaté une diminution, mais ce que j'ai entendu aussi, c'est, là, vu qu'on est en période d'épuration, là, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'épurer pour que les assureurs aient des beaux portefeuilles d'assurés, donc ils vont demander des dossiers impeccables, c'est-à-dire qu'on veut changer d'assureur, on se présente chez un autre, ils disent OK, mais on va envoyer un préventionniste chez vous. Puis là, le préventionniste vous dit de changer tellement d'affaires que vous ne pouvez pas finalement, c'est trop. Donc, finalement, ce n'est pas tant possible de changer d'assureur. Donc, je ne sais pas si vous avez des histoires, on pourra s'en reparler à la fin, là, mais c'était un autre point aussi. Est-ce qu'on magasine pour que ça coûte moins cher? Oui et non, je dirais, tout dépendant de la situation. Donc, Marie-André, tu peux reprendre le contrôle pour la suite. OK. En ce qui concerne l'efficacité du travail, donc, on a choisi ce sujet-là parmi d'autres. On a quand même juste 1 heure devant nous. On a choisi ce sujet-là parce qu'il touche l'ensemble des entreprises, que vous soyez seul sur votre entreprise, que vous ayez des travailleurs locaux, des travailleurs étrangers. C'est sûr que ça vous touche, que ce soit par exemple une entreprise laitière où c'est entre 10 à 20 du chiffre d'affaires qui s'en va pour payer la main-d'œuvre, ou par exemple dans des entreprises maraîchères, par exemple des entreprises de fraises, où est-ce que ça va être plus de 50 du chiffre d'affaires qui s'en va pour la main-d'œuvre, bien vous avez le devoir de vous y intéresser comme entrepreneur. Donc, c'est un élément qu'on pense que, surtout aussi en contexte de hausse du coût de la main-d'œuvre, donc à moins de dire je m'enregistre comme lobbyiste, je m'en vais devant l'Assemblée nationale piquer contre la hausse du salaire minimum, ben ça va être vraiment au niveau de l'efficacité du travail qu'on va avoir du travail à faire. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir des pistes de réflexion puis de vous amener à réfléchir à l'efficacité du travail sur votre entreprise parce qu'il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours des pas de trous qui se font dans une journée, des impasses où est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas travailler ou rien faire. Donc, toujours moyen de rendre ça plus fluide et efficace. Premier élément, ben, l'établissement d'une routine de travail. C'est sûr que toutes les entreprises ne sont pas tout aussi routinières, mais par exemple, c'est sûr qu'en production animale, peu importe, c'est sûr que vous allez avoir une routine journalière. Par exemple, il y a aussi que ce soit là, du nettoyage, préparer des livraisons, planifier la journée, faire la traite, l'alimentation, etc. Ça, c'est dans ce qu'on appelle les routines journalières. Il y a également les routines hebdomadaires mensuelles, donc nettoyage, des entretiens réguliers de certains équipements, la comptabilité, faire des commandes, vérifier les stocks, etc. Tout ça, c'est ce qui fait partie de la routine hebdomadaire mensuelle. Bon, il y a les routines annuelles, mais c'est moins dans l'efficacité du travail là, à ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne la routine, premièrement, posez-vous la question, est-ce que j'en ai une routine? Donc, si vous n'en avez pas, par exemple, en production animale, est-ce que si vous n'êtes pas capable de me parler de votre routine du matin quand je vous pose la question, bien là, on a un problème. Vraiment, c'est super important d'en avoir une parce que c'est vraiment là qu'on va être capable de voir où est-ce qui sont les problèmes d'inefficacité, puis de voir pourquoi, par exemple, il y a trop de monde qui sont là, ben, c'est parce que les choses se font un petit peu
pas dans l'ordre, avec l'inspiration du moment et tout ça. Peut-être que si vous aimez plus ça, travailler comme ça, mais en même temps, ben, c'est sûr que ça peut venir à coûter cher. Donc, si vous avez une routine du matin, puis surtout si vous avez des employés, que ce soit une routine du matin ou du soir, peu importe, là, on va écrire, idéalement, d'écrire la routine. Ça va être super pertinent. Ensuite, une fois que vous l'avez écrit, est-ce que n'importe qui pourrait reprendre cette routine-là puis la refaire? Posez-vous la question. Ensuite, analysez-la. Est-ce que, par exemple, si vous avez plusieurs sites de production, est-ce que je fais des allers-retours dans mes autres sites de production? Est-ce que je peux regrouper certaines tâches au même endroit? Ça peut être super, super pertinent. Puis aussi, si on a une entreprise, par exemple, qui est moins, justement, routinière à la journée, je parle de, mettons, une entreprise maraîchère diversifiée en été, c'est sûr qu'on va avoir des tâches qui sont très différentes d'une journée à l'autre, mais là, en fait, ce qui va être important, puis la routine qui va être importante, ça va être de vraiment de faire une réunion, soit une réunion du matin, ou d'avoir une liste de tâches qui est décidée par quelqu'un, par exemple, puis de dispatcher. Donc, c'est-à-dire la réunion du jour ou de la semaine va être ultra importante. Ça va être ça, votre routine. Donc, ça permet vraiment de faire ça. Je vous donne un exemple. C'est sûr que moi, le matin, moi, je n'ai pas un travail qui est routinier à chaque jour, mais le matin, j'arrive, je prends mes courriels, je prends les messages, puis après ça, je décide, soit le lundi, je fais la liste de qu'est-ce que je vais faire dans ma semaine, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, puis après ça, ben, je les mets en ordre de priorité, puis ça permet aussi de déléguer, puis justement d'être plus efficace globalement. En ce qui concerne aussi la répartition des tâches, on peut aller vers ce qu'on appelle un genre de tableau des tâches. C'est un élément qui est assez large puis qui va être ultra variable d'une entreprise à l'autre. C'est sûr que justement, je reviens avec l'exemple d'une entreprise maraîchère diversifiée où est-ce qu'on a toutes sortes de productions, on a des récoltes un peu tout le temps qui se font différemment, des réparations à faire, etc. Fait que c'est sûr que là, le tableau des tâches, qu'il soit électronique ou physique, peu importe, ça va être super important, qui va être quand même un peu plus complexe pour bien répartir les tâches. Mais tu sais, dans certaines autres entreprises où est-ce qu'on a seulement une production, ça peut être quelque chose d'ultra simple qui va se retrouver je sais pas, dans l'entrepôt, le bureau de travail, dans l'étable, peu importe. Où est-ce qu'on va, que vous allez, mettons, ça peut être électronique, ou est-ce que dès qu'on a une tâche qui nous vient en tête, surtout si on a des employés qui aient accès à ça, on va se délester de cette tâche-là en la mettant sur la liste. Premièrement, ça diminue la charge mentale, ça permet de déléguer, puis ça vous permet de ne pas l'oublier. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est assez simple, puis qui facilite vraiment le travail en équipe. Puis aussi justement sur le travail en équipe, ça permet qu'il n'y ait pas des temps morts où, par exemple, les employés vont par exemple, rien faire, attendre deux tâches ou vous courir après pour savoir où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi la priorité, etc., si vous n'êtes pas disponible. Puis je vous donne un exemple, peut-être que ma boss, elle ne sera pas contente que je dise ça, mais quand j'ai commencé à travailler chez Agrigo Conseil, je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait un conseiller en gestion. Fait que là, moi, j'arrive, puis elle me dit, OK, faites telle tâche, OK, je fais ma tâche, je finis ma tâche. OK, elle est en réunion, elle est en appel, je ne suis pas capable de la joindre, qu'est-ce que je fais? Bien, je lis la terre de chez nous, là. Je ne sais pas. Fait que c'est sûr que si vous avez surtout des nouveaux employés, tout ça, ça va être super important. Puis, de le faire. Puis, tu sais, peut-être qu'Antoine peut reprendre un peu le flambeau sur cet élément-là, sur le partage des tâches. Mais c'est sûr que pour les employés, quand on a plusieurs employés, il y en a qui veulent en prendre plus, il y en a qui veulent en prendre moins. Antoine, je ne sais pas si tu veux. Moi, je l'ai constaté, là, c'est pas nécessairement dans le domaine de l'agriculture, mais ça s'adresse un peu à toutes les entreprises, c'est que la liste de tâches
dans un premier temps, là, on vous donne ça comme information, puis ça a l'air comme un peu simple, mais le faire dans un premier temps, c'est pas si long, mais les bienfaits sont incroyables parce que ça va aussi, moi, dans ma tête, ça a comme quelques fonctions, dont quand on a des employés qui sont un peu moins comme débrouillards puis aventureux, ben, c'est clair ce qu'ils ont à faire, donc on doit passer à travers la liste de tâches. Mais d'un autre côté, si on a des employés qui veulent en faire plus que le client demande, ben, la liste de tâches est là pour comme les fider. Là, quand ils arrivent au bout, ben, il y a des tâches de la journée, après ça, des tâches ponctuelles. Donc, moi, je l'ai instauré il y a quelques années, puis ça m'a grandement soulagé, premièrement, comme, mettons, dirigeant. Puis ensuite, ben, j'ai constaté que ça poussait à certains à travailler plus et d'autres, ben, ils ne s'ennuyaient pas parce qu'ils faisaient rapidement leurs tâches. Donc, ça, c'est vraiment pas à négliger, là, même si ce point a l'air quand même simple. Ouais, on ne veut pas que ça paraisse d'être enfantin, là, mais je pense qu'il y a quand même si justement réfléchissez à des améliorations qui pourraient être faites, des fois juste de prendre le temps de le faire, ou bien peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez instaurer depuis longtemps, bien, je sais que des fois, ça peut être long d'instaurer des nouvelles affaires, mais ça vaut toujours la peine au final. Après ça, bien, en ce qui est question d'efficacité du travail, évidemment, ben, il y a du monde qui vont dire, ben là, si je peux automatiser certaines opérations, les coûts des salaires sont tellement élevés, est-ce que je peux justement automatiser la récolte, l'irrigation, l'alimentation sur mon entreprise? Ben, c'est sûr que oui, il y a certaines opérations qui peuvent être automatisées dans certains cas, mais après ça, évidemment, la parole évidente d'un conseiller en gestion, il faut faire le calcul. C'est super important, c'est pour ça que j'écris matière à réflexion. D'abord, combien ça coûte? Puis aussi, est-ce que j'ai les liquidités de payer cet investissement-là? Même si on dit, je vais retrouver mon argent dans 5 ans, est-ce qu'à court terme, j'ai les liquidités pour payer un prêt sur une durée X? Donc, combien ça coûte? On s'informe, puis on rajoute des imprévus, évidemment, quand on fait un projet d'investissement. Après ça, quel serait le gain potentiel de temps? Donc, en jaser aussi, faire des scénarios pessimistes, réalistes, optimistes au niveau de ce gain de temps potentiel-là. Après ça, se poser la question, y a d'autres gains potentiels autres que le temps, c'est-à-dire des gains d'efficacité plus techniques, c'est-à-dire des gains de rendement, par exemple? Est-ce qu'il y a aussi des frais supplémentaires autres que l'investissement initial, c'est-à-dire électricité, entretien, assurance? Puis, donc, c'est rare quand on parle de mécanisation que ça ne vient pas avec ces frais supplémentaires-là. Il faut les considérer dans notre calcul. Puis après ça, une fois qu'on a fait ce calcul-là, puis qu'on se fait un scénario pessimiste, réaliste, optimiste, est-ce que ça fait du sens? Puis on n'oublie pas non plus l'aspect plus subjectif, où est-ce que ce sont des machines. C'est-à-dire que si je me mets un convoyeur d'alimentation, mon convoyeur, il ne voit pas dans l'étable, puis il ne regarde pas les vaches, alors que moi, quand je passe avec mon chariot d'alimentation, j'ai l'œil ouvert, voir s'il n'y a pas des choses qui se passent. C'est un exemple parmi d'autres, mais il ne faut pas oublier quand même que ce sont des machines, puis sur certains éléments, ils ne vont pas remplacer les humains. Fait que ça, c'était le petit point efficacité du travail. Là, c'est sûr qu'on est allé sur, peut-être qu'il y en a qui s'attendaient à ce qu'on jase plus, par exemple, de la hausse des intrants dans les cultures ou bien de l'alimentation, la vente de foin, etc. Tout ça, fait qu'on voulait garder un petit temps, là, on est rendu à... quand même, il ne reste pas beaucoup de temps, là. On a parlé beaucoup, mais s'il y en a qui a des éléments qui auraient aimé ça aborder là, au travers de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous unmuter puis posez votre question. On avait des petits... J'ai vu qu'Antoine m'avait dit, on ne voit pas ta présentation. Est-ce que vous avez manqué toute la présentation tout le long?
Je crois que c'est après le partage à Antoine, peut-être que la présentation de papa. Non, moi, OK. je l'ai eu. OK. Bon. Il a manqué un petit bout. OK. Mais Bon. on va pouvoir, si vous voulez, on va pouvoir la partager après avec le Ouais, lien c'est de ça. l'enregistrement. Fait que tous les gens auront les éléments visuels là, qui Ouais. vont suivre avec l'enregistrement. Fait que OK. OK, c'est bon. on aura quelque chose pour les auditifs et quelque chose pour les visuels. OK. C'est bon. Puis, ben, mettons là, un sujet du moment, là, c'est sûr que c'est pas un coût de production, mais c'est vraiment assez important, puis sur toutes les lèvres de beaucoup de producteurs. Bon, les surplus de foin, là, actuellement, qu'est-ce que vous faites avec ça, là? Est-ce que vous les vendez à 30$ la balle ou bien vous en laissez au champ? Est-ce que vous avez d'autres stratégies plus agronomiques? C'est sûr que nous, on est des agroéconomistes sur le côté champ. On n'a pas... est-ce que vous les partagez? Par exemple, il y en a ceux qui ont eu des stratégies par rapport à ça? Non, on n'est pas trop... C'est sûr qu'on a des intervenants dans les gens qui sont là. Ben, je te dirais, parmi nos participants, je vois quand même plusieurs participants qui sont de fermes laitières. J'en ai quelques-uns aussi qui sont de fermes plus maraîchères. On a des petits fruits aussi. Fait que je ne sais pas lesquels qui vont vouloir se dégainer en premier pour poser des questions ou lancer des réflexions sur c'est quoi les bons coups qu'ils ont fait. Ça peut paraître niaiseux, mais des fois, il y a des petites choses qu'on change rapidement dans une entreprise qui vont vous permettre de sauver soit du stress, du temps ou de l'argent que peut-être certains n'ont pas encore pensé ou ont peut-être fait différemment, puis c'est bon de le partager. C'est une période d'échange pour ça. Oui, c'est vrai, des bons coups. Fait que ce soit, tu sais, par exemple, là, le prix des grains est justement en baisse un peu, là. Fait que là, est-ce qu'il y en a qui bookent des prix? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce qu'on achète des grosses quantités? Est-ce qu'on attend? Fait que là, il y a ça aussi, là, qui est quand même un sujet que j'imagine qu'il y en a qui auraient aimé ça peut-être qu'on aborde aujourd'hui, mais l'objectif était de s'adresser plus à tout le monde, là, en fait. Bon, on n'a pas une auditoire très... On a là une intervention là, de Jérémy Capiello là, qui a comme levé la main. OK. Bonjour, bonjour. Je commande 2 champs en même temps, là, mais j'aime ça poser des petites questions. Moi, cette année, là, ça a vraiment été de recommencer à la base. C'est vraiment d'analyser. Je vais vraiment travailler beaucoup d'heures là-dessus. À date, gagnant, mais à part modifier un peu mes formats, trouver des nouveaux débouchés, je vois mal en maraîcher comment augmenter tant mes prix. Parce que, tu sais, veux pas, c'est un marché mondial. On compétitionne contre le Mexique. Fait que je suis un peu coincé là-dedans où est-ce que je peux pas tant augmenter mon prix, mais je check mes emballages. Oh, 40% d'augmentation. Oh, la main-d'œuvre, depuis 5 ans, chaque année, il y a une augmentation de 50 à 75 cents. C'est peut-être plus un questionnement que je me pose, mais je pense que partir par la base, tout revoir ses coûts de production, voir si on est capable de vendre dans différents formats, ça l'aide déjà en partant. Là. Ça, c'est vraiment d'un point de vue maraîcher, on s'entend? C'est un peu ça mon intervention. Ouais. Ben, on l'avait mis un peu dans nos sujets, là. Je peux peut-être laisser Antoine intervenir à ce niveau-là. Ben, c'est ça, j'ai fait des téléphones là, dans différentes productions, puis j'ai essayé de poser la question. Souvent, on est receveur de prix en agriculture, là, donc on choisit, au niveau de la mise en marché, on a moins de pouvoir sur les prix, puis je posais la question à différents producteurs en me disant, est-ce que vous pouvez augmenter vos prix? Si oui, c'est quoi la réponse de la clientèle? Est-ce que vous en vendez moins ou la clientèle va l'acheter, peu importe? Là? Donc, c'est sûr que j'ai eu des différentes réponses. Mettons, dans la viticulture, là, il me disait que
moi, même si j'augmente le prix de ma bouteille de vin, ben, elle se situe dans une strate de prix quand même haut de gamme. Donc, j'ai pas de problème à l'augmenter. Donc, je peux couvrir la hausse de mes coûts de production. Puis, il y en a d'autres qui me disaient, ben, moi, je pars avec mon vin qui est moins connu, pas connu en fait, et qui dit, moi, je veux pas brûler mon marché. Alors, il faut que je me garde une petite gêne. J'absorbe une partie de la hausse. Donc, c'était quand même beaucoup de réponses différentes, mais je sais que la majorité des produits, comme on a entendu, là, ça fait partie d'un marché plus vaste. Donc, on est receveur de prix. Donc, la stratégie d'augmentation de prix, ce n'était pas vraiment une option, c'était plus de regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut changer à l'intérieur de l'entreprise. Y en a-tu qui ont augmenté leurs prix, qui sont des producteurs, ou est-ce qu'on ne parle pas des producteurs qui sont sous gestion de l'offre, par exemple, là, mais plus des producteurs dans le maraîcher principalement? Non, ça pourrait aider Jérémy dans sa réflexion. Finalement. Oh, on a une intervention. Oui, bonjour. Louis Forget. Je suis en train de battre du blé, justement. Moi, je suis producteur laitier. Et présentement, là, on est en train de voir une hécatombe, là, si on veut, en production laitière. On a super M. Charles Lebois la semaine dernière qui disait que nos coûts de production avaient diminué de 1 %. Par contre, moi, quand je commande ma moulée, ça a monté d'à peu près 300-350 pièces la tonne par mois. C'est quoi les perspectives d'avenir en production laitière que vous voyez, vous, en tant qu'agroéconomiste? Puis, je trouve ça un peu tough pour la relève, là, présentement, là, en termes de production laitière. Oui, ben, je peux peut-être y aller. Là. Justement, on a reçu un sondage dernièrement sur les perspectives en production laitière pour la relève. C'est sûr que il y a différents enjeux en production laitière sur le nombre de fermes, mais c'est sûr qu'il y a deux éléments. Premièrement, il y a beaucoup de fermes qui n'ont pas de relève. Puis aussi, ben, de l'autre côté, ben, on a les démarrages qui sont extrêmement difficiles de l'autre côté. Fait que ça, c'est un entonnoir carrément où est-ce on s'attend quand même, la tendance est à la diminution. Puis c'est sûr que, en tout cas, les perspectives en production laitière, c'est sûr que la hausse du prix quand même qui a été donnée là, au courant de l'année donne un coup de main. C'est vraiment, puis c'est dur actuellement de faire des budgets en production laitière, mais moi, le moment où est-ce que je vois où est-ce que ça va comme ça passe ou ça casse, ça va être plus à la fin 2023, où est-ce que là, on va être comme dans un pic de taux d'intérêt. Ensuite, il va y avoir le fameux 40 000 du gouvernement fédéral qui a été le compte d'urgence qui a été prêté, qui va être normalement à rembourser un 40 000 au 31 décembre 2023. Puis aussi combiné au fait que là, encore le printemps prochain, les producteurs laitiers vont recevoir une compensation de la Commission canadienne du lait en lien avec l'accord Trans-Pacifique. Puis, on n'a pas de nouvelles pour l'accord Canada, États-Unis, Mexique sur une compensation. Donc, il y aura, puis là, après ça, début 2024, justement, il n'y aura pas de compensation qui va s'en venir. Donc, ça va être plus moi, je pense que si on est voir une grosse, une genre d'hécatombe, comme tu dis, ça va être plus à ce moment-là. Fait que ça va être de voir si les entreprises vont être capables de passer au travers de cette période-là. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments, là, justement, beaucoup dans le contexte économique, puis voir si les entreprises vont être capables d'être super efficaces. C'est sûr qu'on a vu un ralentissement quand même important des investissements là, en production laitière. Puis, mais, somme toute, moi, je suis quand même assez optimiste. Si je regarde les clients avec lesquels que je travaille, on a beaucoup de relève qui est formée, qui a le couteau d'un dent, puis qui veut vraiment... On a quand même une bonne proportion d'entreprises qui ont de la relève puis qui ont une situation financière qui leur permettra de passer au travers. C'est sûr qu'il y en a qui vont évidemment trouver ça difficile prochainement, mais il y a quand même des perspectives justement de diminution, par exemple, des coûts d'alimentation prochainement. Mais
en tout cas, c'est ça. Fait que, on travaille avec son conseiller en gestion pour baisser ses coûts. C'est vraiment là qu'on est. Je ne sais pas si ça répond à ton idée de perspective en production laitière, là, Louis. La batteuse a perdu le... Ah, Jérémy, qui a encore... Ben, moi, ça m'allume, ça m'interpelle des commentaires de perspective d'année parce que moi, j'ouvrais la terre de chez nous pas plus tard que ce printemps, puis on parlait de beaucoup de maraîchers qui décident de quitter le domaine parce que c'est pas trop évident, on ne sait pas vers où ça s'en va. Est-ce que c'est un peu le même genre de perspective qu'on voit dans le maraîcher ou est-ce qu'il y a quand même un positif? Parce que là, je vois juste des coûts qui augmentent de mon bord. Mais bon, ben, après ça, il y a quand même des belles choses aussi en maraîcher, là. On ne se mentira pas. Je ne sais pas si tu as une opinion aussi par rapport aux perspectives du maraîcher. Là-dessus, ça va être plus Antoine. Le maraîcher, là, j'ai beaucoup de clients en démarrage. J'en ai plein là, qui partent, là, puis tout ça. Donc, ça passe, puis tout ça, mais j'en ai moins que je suis en suivi, là, vu que je suis en début de carrière. Fait que j'ai pas des grandes réponses, de grandes perspectives, de grands agroéconomistes à fournir. Honnêtement, je suis plus dans les plans de démarrage puis les dépôts de demande de financement là, pour démarrer dans la production. On a une autre manière. Mais entre un démarrage, puis, tu sais, je veux dire, après 5 ans, il y en a combien qui restent? Honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est 50% même. Je sais sans mettre je pense bâton dans les roues. Qu'est-ce que je vois beaucoup, là, c'est vraiment, on est concentré sur, on va se trouver un site de production, on va vraiment calculer nos rendements, on va vraiment comme penser à nos investissements. Puis là, après ça, genre, nous, on travaille là-dessus, on fait un beau plan d'affaires, mais la mise en marché, là, des fois, est-ce qu'on a vraiment pensé à notre stratégie? Je sais qu'on peut être receveur de prix, on ne décide pas nécessairement le prix, mais ce que je vois dans les plans de démarrage en ce moment, c'est la mise en marché des produits qu'il faut vraiment pousser. Puis là, j'essaie d'aller chercher des formations pour orienter les promoteurs, là, parce que je dépose au financement, puis après ça, on me revient en me disant « Ouais, mais ta commercialisation, c'est pas super. » Mais il faut vraiment se concentrer là-dessus parce que c'est de produire, c'est une chose, mais de vendre. Ouais. C'est 50% de la job. C'est ça. D'accord. On avait une autre main levée, je crois, Marie-Pascale. Oui, en effet, il y aurait quelques pistes là, que peut-être j'aimerais partager au niveau de la production maraîchère, surtout de petites superficies. Je pense que c'est un modèle qui a été beaucoup, à la limite, là, idéalisé par certains succès télévisuels. Je pense que là, l'épreuve de la réalité nous rattrape. Là, les producteurs, il y aurait peut-être avantage à se regrouper à ce moment-là, puis faire des mises en marché peut-être plus différenciées parce que c'est pas vrai que le consommateur moyen va consommer vraiment 50 variétés de légumes. Et en même temps, ça peut être même de nature à épuiser l'entrepreneur puis l'entreprise. Concernant là, les scénarios aussi de reprise de fermes laitières, moi, j'enverrais un espèce de signal de vigilance au niveau des propriétaires parce que quand on fait un transfert, ça veut dire qu'on est prêt à laisser des choses sur la table pour la relève. Fait que si le producteur, lui, ce qu'il veut, c'est avoir 5 millions pour son fonds de pension, il ne faut pas qu'il pense à transférer, il va s'en aller vers un démantèlement. Donc, moi, je vois des gens qui sont très motivés au niveau de la relève, mais de là à dire est-ce que je conseillerais à mes enfants de faire ça, dans la plupart des cas, ce serait non. Donc, les propriétaires, il faut qu'ils fassent un examen de conscience, jusqu'à quel point ils sont prêts à s'investir pour la relève, puis ont-ils vraiment besoin de 5 millions de fonds de pension? Ceci étant un jugement de valeur, là, je ne suis pas dans la peau de ces gens-là. Oui, j'ai déjà travaillé 90 heures semaine. Est-ce que je le conseillerais encore? Non. Fait que là, il y a comme un clash de génération. Je ne sais pas comment on va finir par le rattraper. C'est en l'adressant, je pense, de façon mature, constante, puis de bien s'entourer aussi de multi-intervenants, puis beaucoup au niveau humain. Les chiffres, c'est une chose, effectivement, mais la santé psychologique au travers de tout ça, c'est extrêmement précieux parce que autant que la santé physique, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Voilà.
Merci pour l'intervention. C'est intéressant. C'est tout à fait le doigt sur un élément important en lien avec la relève. C'est sûr que il y a aussi l'aspect les facilitants pour la relève, là, justement, les changements dans le programme de relève, de démarrage, tout ça aussi pour faciliter les reprises d'entreprise. C'est sûr que pour l'instant, les relèves qui partent de zéro, comme tu dis, comme dit Mme Beauregard, là, ben, c'est sûr que c'est très difficile. On part de loin puis on mange chez bas plusieurs années avant de pouvoir passer au travers. Si on part de vraiment de 0-0, là, c'est pratiquement mission impossible, même si on est une relève qui a vraiment beaucoup de potentiel. Là. Il y a des possibilités, je l'ai vu, mais c'est très difficile. Puis c'est ça, comme on dit, c'est un pensez-y bien quand on dit est-ce que je le recommanderais à mes enfants. C'est très difficile. Mais j'essaie de rester de nature optimiste quand même, mais je pense que le mot vigilance qui a été utilisé, c'est le bon, puis qu'il va y avoir beaucoup de travail au niveau plus macro, autant au niveau des producteurs de lait du Québec, là, au niveau organisationnel, qu'au niveau plus d'entreprise elle-même, de continuer de s'améliorer en efficacité. Là. Ça va être ça qui va faire la différence. Qu'est-ce qu'on laisse le mot de la fin pour David? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben écoute, je vois Jérémy, là, fait que peut-être une dernière petite intervention avant de finir ça. Je suis tannant, hein? Excusez. Ça me relance tout le temps sur des idées et sur des opinions qu'on a, comme l'augmentation du coût des actifs là, qui fait juste exploser puis de plus en plus. Puis je me demande à quel point ça vaut la peine d'acheter de la terre autour. Si je suis en maraîcher, là, rendu là. Puis, mais même moi, je me demande des fois si ça vaut la peine d'acheter de la terre en Montérégie si c'est pas pour autre chose que de la spéculation. Je trouve ça un peu ordinaire. Je ne sais pas c'est quoi votre opinion sur l'achat de la terre. C'est une question un peu facile, là, mais c'est quoi votre opinion sur acheter de la terre en Montérégie ou de la terre tout court? C'est ma dernière question. C'est sûr que j'ai eu une réflexion avec un producteur, justement, qui était dans pas en Montérégie nécessairement, mais dans une autre région où est-ce que le prix des terres est en hausse importante. Puis c'est sûr que là, quand on achète une terre, là, on dépasse, là, c'est sûr que ça dépend du type de production, mais c'est sûr que la terre elle-même, elle se repaye. Ça ne paye pas les paiements sur le prêt, si on veut, ou même des fois, ça ne paye pas les intérêts, qu'est-ce qu'elle génère, sur cette terre-là. Fait que c'est sûr que c'est une réflexion là, rendue là sur dire est-ce que j'achète ou j'achète pas. Ça va être une réflexion qui va être stratégique. Ça va être où est-ce que je vois mon entreprise. Quand on va se poser ces questions-là, c'est où est-ce que je vois mon entreprise à plus long terme? C'est quoi mes projets? Ça va être vraiment plus là sur la stratégie long terme. Par exemple, là, encore une fois, je reviens sur mes producteurs laitiers qui sont une majorité de ma clientèle. C'est sûr que pour assurer l'autonomie en fourrage à plus long terme, si on voit qu'on va arriver à une limite, ça peut être intéressant, mais si c'est pour dire je vais produire du maïs et du soya sur cette terre-là, c'est un pensez-y bien, il faut avoir beaucoup de vieux gagnés pour dire, puis là, rendu là, en fait, on est dans la spéculation. Fait que là, on parle plus vraiment d'une question, ça va être vraiment une question stratégique, puis de penser à long terme, même très long terme, si on veut se lancer là-dedans, où est-ce qu'on voit notre entreprise. Là. Je ne sais pas si Mme Beauregard voulait rajouter quelque chose. Je ne vais pas aider Jérémy directement dans son questionnement, là, mais dans le macro, là, vous avez la FRAC déposé des documents là, qui proposaient des moratoires sur l'augmentation de la valeur des terres. Là. Plantez vos dents et vos griffes là-dedans, parce que de la terre agricole, là, c'est des affaires qui se mangent. Ça ne devrait pas être sujet à la spéculation. Éthiquement parlant, un pays qui fait ça, là, c'est peinture dans le coin, surtout un pays nordique. Moi, je ne veux pas qu'on vive dans une féodalité avec des riches propriétaires terriens puis des petits travailleurs à quatre pattes d'un champ à produire des carottes à 10 cents. C'est inacceptable. Il faut qu'il y ait un arrêt. Puis je le sais que ça va froisser beaucoup les propriétaires qui comptent sur l'augmentation du prix des terres. Mais là, ça n'a aucun sens que même dans des régions périphériques,
pleine de roches, de frettes puis de bébites, on se retrouve à payer un prix qui permet même pas de produire de la nourriture à un prix acceptable, puis on se fait kicker le cul par Walmart puis Costco. Donc, au niveau politique, là, moi, je vous encourage de toutes les façons possibles à maintenir ça. Sachez que les municipalités ne demandent qu'à vous entendre et qu'à avoir des scénarios qui pourraient porter. On a fait une tournée des municipalités en Estrie au printemps, puis la plupart nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vous le dis, là, les oreilles sont ouvertes. Si vous articulez correctement votre propos, déjà vos documents sont clairs, continuez là-dedans. Faut que cette folie-là cesse. Tout à fait. Donc, J'aime qu'est-ce que j'entends. La politique. Vas-y, Jérémy. Je trouve ça très pertinent, mais je dois t'avouer que moi, je n'ai pas les mêmes feedbacks des municipalités dans mon coin. Là. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont moins... sont plus en mode on veut se développer à tout prix, là, mais pour eux, c'est des revenus, veux pas, là, de convertir des terres en maison ou en condo, peu importe. Fait que oui, ils sont prêts à faire leur bout de chemin, mais c'est plate à dire, mais c'est l'argent qui parle. Là. Bien, je pense qu'avec des démarches coordonnées, tout seul, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Avec des démarches coordonnées, ça donne beaucoup plus de crédibilité. Avec une préparation, faites-vous appuyer par vos CLD, vos organismes de développement, avec vos syndicats de relève aussi. Puis à partir d'un certain moment donné, ça va comme être gênant de vous ignorer. Sachez qu'à Laval, il y a des fonds de pénalité qui sont imposés pour les terres agricoles qui ne sont pas en culture. Ces fonds-là sont réinjectés pour des projets de relève. La dernière fois que j'ai lu des infos, c'était 3,5 millions de dollars qui étaient disponibles. Ça commence à être considérable. Là. Fait que, faut pas lâcher, faut juste pas être seul. Ben, merci pour cet échange-là, parce que je pense que c'est vraiment fort pertinent, là, surtout dans le contexte actuel, puis avec le sujet qu'on avait aujourd'hui sur la hausse de après tout, là, ça rentre là-dedans. On va tirer un trait sur ce premier Midi Flash-là. Premièrement, là, merci beaucoup là, à notre intervenant là, qui est venu présenter, là, donc Agricarrière, qui contribue là, financièrement là, donc, à la réussite là, de cet événement-ci, ainsi que des prochains qui vont avoir lieu là, dans les prochaines semaines. Il va y en avoir quelques-uns là, en septembre, en octobre, ou aussi 3-4 en novembre. Donc, je vous invite là, à suivre là, la page de la FRAC là, pour avoir tous les détails là, des événements qui s'en viennent. Je remercie aussi l'Agrico Conseil de nous avoir prêté là, leurs 2 employés, là, donc Antoine Hamel, Marie-André Gagnon. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir apporté votre expertise dans ce genre de sujet-là. Je pense que ça a été fort apprécié là, comme présentation aujourd'hui. C'est enregistré, donc les membres là, vont pouvoir revisionner là, ou visionner, en fait, pour une première fois, s'ils le souhaitent, tous les détails qui ont été représentés. Donc, merci à vous tous et toutes là, d'avoir participé, d'avoir été là, d'avoir écouté. Souvent, là, bon, la caméra est fermée, mais c'est parce qu'on travaille, puis on fait autre chose, puis on est sur l'heure du midi, puis il fait beau aussi. Fait que ça permet là, d'au moins d'écouter l'intervention, puis quand même de travailler en même temps. Donc, merci beaucoup. Puis là-dessus, je vous souhaite une belle après-midi.